Nous avons tous un petit téléphone dans la poche qui occupe évidemment une grande part de notre temps, qui remplit considérablement nos vies, mais et si on réfléchissait autrement notre rapport au numérique, si on remettait un petit peu d'humanité dans nos conversations et de sobriété dans nos usages? Eh bien, c'est précisément ce que fait Télécoop, le premier opérateur télécom coopératif qui est engagé dans la transition écologique et solidaire. Bonjour à vous, Pierre Pacaud. Bonjour Frédéric. Alors vous êtes l'un des cofondateurs de Télécoop, c'est donc une coopérative créée en 2020, en plein milieu de l'année du Covid, ça n'a pas dû être facile au démarrage. 4 ans plus tard, vous comptez aujourd'hui 8500 abonnés à vos forfaits de téléphonie et puis vous avez aussi 1500 sociétaires et d'ailleurs vous venez de clore votre assemblée générale annuelle. Dites-nous d'abord, Pierre Pacaud, qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans ce que vous faites aujourd'hui avec Télécoop ? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir finalement réussi à construire ce projet collectif, donc à plusieurs, d'avoir démarré finalement Télécoop en pleine crise du Covid, à distance, à 2, puis 3, puis 4, et 5 ans plus tard, aujourd'hui, d'être 1500 sociétaires, comme vous l'avez déjà dit, et de croiser dans la rue, quand quelqu'un me dit « je suis abonné à Télécoop », c'est une vraie fierté et je sens que c'est quelque chose qui lui a permis de faire une différence dans sa vie. Je suis abonné à Télécoop. Et ça, c'est une fierté. Merci Frédéric de me dire ça. Et ça m'arrive au début très peu et aujourd'hui de plus en plus régulièrement d'avoir quelqu'un qui vient, qui me dit « merci d'avoir créé Télécoop, grâce à ce que vous faites ». C'est d'utilité générale. J'ai repris en main ma vie numérique, j'ai gagné du temps pour être avec mes enfants, mes amis. J'allume plus mon téléphone dans le métro, je sors un bouquin, j'ai retrouvé le plaisir de la lecture. Je suis fier quand quelqu'un dit ça, ça veut dire que quelque part on a apporté quelque chose à la société. Alors quand ils vous disent merci pour ce que vous faites quoi? Vous êtes un opérateur télécom? Vous êtes une entreprise écologique, vous êtes une coopérative collective. Qu'est-ce que vous êtes en fait, Télécoop, Pierre Pacaud? Alors Télécoop, c'est un opérateur télécom qui propose des forfaits de téléphonie mobile qui sont complètement différents et qui prennent le contre-pied du marché. On ne va pas proposer de considérer la ressource numérique comme une ressource illimitée, mais on va vous proposer d'avoir une démarche de mesure, de conscientisation de nos besoins numériques réels à travers un forfait qui vous facture en fonction de votre consommation réelle de données mobiles. C'est le premier point. Et ensuite, d'encourager la sobriété dans les usages aussi du matériel en encourageant la réparation et l'allongement de la durée de vie des téléphones, qui représentent quand même 80% de l'impact écologique de nos usages numériques, en subventionnant sa réparation plutôt qu'en proposant d'acheter un téléphone à 1 €, ce qui est une pratique courante dans notre secteur. Alors la sobriété numérique, elle est dans l'air du temps, mais j'ai envie de savoir d'où ça vous vient chez vous, Pierre. Et donc on va essayer de comprendre un petit peu quel est votre parcours. D'abord, j'aimerais savoir où est-ce que vous avez grandi, dans quelle structure familiale, quel parcours vous avez eu pendant l'enfance. Alors, du coup, moi j'ai grandi dans la banlieue parisienne, dans le Val d'Oise, et j'ai eu la chance d'être dans un foyer qui était passionné par le cinéma. Mes parents travaillaient tous les deux dans le milieu du cinéma. Et très tôt, très vite, j'ai été acculturé au fait que le cinéma, qu'on pouvait découvrir quelque chose à travers les yeux d'un artiste, là en l'occurrence un réalisateur, un metteur en scène. Et ça m'a permis, même assez jeune, d'avoir une vue décalée par rapport à ma perception du quotidien, de percevoir finalement des choses à travers les yeux d'un artiste. Et c'est quelque chose que je pense je garde encore aujourd'hui. Je trouve que c'est une très grande richesse. On a besoin d'une culture commune dans notre société pour faire société. Et c'est quelque chose que j'ai appris, je pense, dans mon foyer en grandissant. Alors cinéma plutôt Super 8 ou plutôt cinéma numérique aujourd'hui?
Le cinéma a beaucoup changé. Et en fait, j'ai envie de dire, le cinéma, pour moi, c'est la salle où on se retrouve. C'est le lieu. C'est la salle d'abord. C'est la salle d'abord. C'est pas la plateforme de vidéo à la demande. Pour moi, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est un lieu où on se retrouve avec une très grande diversité d'origines sociales, mais on habite tous dans ce même quartier. C'est un lieu où on se retrouve, où on discute, où on débat et où on découvre. Et en fait, on est tous pareils derrière un écran. Et moi, c'est ça pour moi le cinéma. C'est quelque chose qui a un petit peu, je pense, ralenti et a été accéléré par la période du Covid, mais qui aujourd'hui, on sent que c'est quelque chose qui revient parce qu'en fait, on est des humains, on aime être ensemble, on aime se retrouver. Alors en entendant ça, on se dit peut-être que votre parcours d'études aurait pu vous conduire vers le cinéma. Est-ce que ça a été le cas? Alors, moi j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai eu la chance de faire un master en hydrologie qui m'a amené à me poser des questions sur le cinéma, pas du tout. Le développement durable dans les entreprises, à travers la gestion de la ressource en eau. Déjà, dans les années 2000, on commençait à avoir des problématiques de sécheresse, etc. Et ça m'a amené vers le développement durable dans les entreprises et dans l'urbanisme, dans la construction. Donc, mon cheminement, ça a été de me dire comment accompagner les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, dans la prise en compte de ces éléments pourtant basiques qu'on avait laissés de côté dans le processus de construction pour des raisons de rentabilité, de réduction des coûts. Alors je donne quelques exemples juste pour que ce soit concret, mais c'est par exemple les consommations énergétiques. Dans les années 70, 80, 90, on a construit des cubes en verre qui en fait sont des gouffres thermiques puisqu'il fait très chaud en été, donc il faut climatiser. Et aujourd'hui, on sait que le prix de l'énergie n'est plus le même. Donc je pense que pendant ce début de carrière, j'étais à la transition entre deux mondes. La prise en compte de ces aspects-là, c'était quelque chose qu'on avait déjà dans nos processus anciens de construction, etc., mais qui avait été un petit peu laissé de côté pendant les 30 Glorieuses. Et la rareté des ressources énergétiques, mais aussi en eau, etc., est revenue s'imposer dans ces processus de création des villes, d'urbanisme et de construction des bâtiments. Donc votre prise de conscience écologique, elle naît pendant vos études supérieures. Et pendant tout ce parcours, depuis l'enfance jusqu'à vos études supérieures et peut-être jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des personnages en particulier qui vous ont marqué, qui sont aux racines de votre engagement? Alors oui, parce que pendant cette période-là, il y a eu plusieurs personnes que j'ai lues, écoutées. Alors, par exemple, Elisabeth Laville, qui est quelqu'un qui avait écrit un livre qui s'appelle « L'entreprise verte » et a amené aussi le label Bicorp en France. Le bouquin « L'entreprise verte » m'a beaucoup aidé à réfléchir à cette problématique. Jean-Marc Jancovici aussi, à la même période, était le premier vraiment, avec son site Manicor, à faire de la vulgarisation scientifique sur le changement climatique, à une époque où, quand on parlait de carbone dans les entreprises, on me prenait pour un amiche, pour un fou. On était avant la COP21. On était, bien sûr, avant la COP21. Alors, je parle autour de 2005, 2010. Dans cette période, il n'y avait pas encore la RSE. Et du coup, ces personnes-là qui faisaient de la vulgarisation sur ces problématiques-là étaient, pour moi, très inspirantes, parce que ça me permettait d'aller convaincre des décideurs privés, dans des entreprises privées et aussi dans le secteur public, que c'était la voie à prendre pour transformer les pratiques. Déjà à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était aussi le changement systémique. C'était pas seulement de réussir à changer le résultat, mais aussi le système qui amène à ce résultat. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec Télécope, vous êtes au cœur du changement systémique? Alors, je pense qu'on essaye, puisque Télécope agit dans un secteur ultra concurrentiel. En face de nous, on a des multinationales qui sont privées et qui sont dans une démarche de croissance quasiment infinie pour l'ensemble de nos usages numériques. Ce qui pose un certain nombre de problématiques à partir du moment où on sait que la ressource numérique est limitée et représente aujourd'hui environ 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial.
Et ça va arriver à quasiment 8% d'ici fin 2025. Donc c'est une croissance exponentielle. Donc on ne peut plus aujourd'hui, de manière rationnelle, considérer la ressource numérique comme une ressource illimitée. Et ce qu'on apporte dans ce marché, de ce secteur ultra concurrentiel, c'est un imaginaire complètement différent. À partir du moment où on considère notre accès au numérique comme quelque chose qu'il faut partager, qui existe, qu'on utilise pour le bien commun, pour apprendre, pour soigner, pour communiquer, et qui n'est pas illimité, comment est-ce qu'on fait évoluer nos pratiques et comment l'opérateur télécom, qui est la porte d'entrée vers le numérique, doit faire évoluer ses offres et proposer quelque chose de radicalement différent. C'est ce qu'on fait avec l'offre sobriété dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment. Donc ça, ce sont les défis de société auxquels Télécope tient farouchement à s'attaquer. Comment ça marche Télécope? Il faut un modèle économique derrière. Donc qui sont vos clients? Qu'est-ce que vous leur vendez? Alors, le modèle économique de Télécope, on est un opérateur mobile virtuel. On utilise les réseaux, les infrastructures existantes, en l'occurrence celles qui ont été déployées par France Télécom et qui appartiennent aujourd'hui à Orange, pour le fonctionnement technique de nos téléphones. Ensuite, ce qu'on vient amener, c'est le côté humain. On est dans un secteur, les télécoms, qui a fait beaucoup de mal aussi, à la fois aux abonnés, en les traitant vraiment comme un numéro, et on sait que c'est régulièrement un secteur qui est accusé de pratiques trompeuses, de vente forcée également, hein. Il y a souvent des études qui en parlent, mais aussi au niveau des salariés même des opérateurs télécoms. On a tous, je pense, entendu parler du scandale chez France Télécom, des personnes qui étaient en situation de mal-être. Des suicides chez France Télécom. Tout à fait. Et du coup, ce qu'on cherche à faire, c'est aussi de créer un opérateur télécom qui ressemble à quelque chose auquel tout un chacun souhaite s'identifier, aussi en tant que salarié. Donc, prendre soin de nos salariés, ça fait partie aussi du projet de Télécope, en ayant un service client basé en France, qui n'est pas chronométré lorsqu'il accompagne nos abonnés, et ça se ressent dans notre questionnaire de satisfaction qu'on fait chaque année, puisque l'année dernière, on a eu 98% de satisfaction de nos abonnés sur plus de 1000 répondants. Donc, on est hyper fiers. Je reviens sur la question de la fierté. Quand on voit ça, c'est qu'on fait une différence dans un secteur où on avait oublié ce que ça voulait dire, la qualité de l'accompagnement et aussi la qualité du salarié dans son poste, dans un rôle qui est clé dans notre société, puisque c'est un rôle d'accompagner dans les usages numériques. Or, aujourd'hui, vivre dans notre société, on vit dans une société numérique, du tout numérique, pour beaucoup de démarches administratives qui ont été dématérialisées. Donc c'est un enjeu également social extrêmement crucial sur lequel Télécope joue son rôle. Alors vous vendez à vos clients des abonnements, des forfaits téléphoniques. Vous avez plusieurs gammes de forfaits en fonction de quoi? De la quantité de gigaoctets qu'ils vont consommer, c'est ça? Oui, il y a un forfait qui est à 10 € plus 2 € par giga, qui s'adresse à des personnes qui sont dans une démarche de sobriété volontaire et qui vont adapter leurs usages quotidiens pour prendre en compte à la fois la diminution potentiellement du temps d'écran, mais aussi l'impact écologique en privilégiant le Wi-Fi par rapport à la 4G, hein, puisque le Wi-Fi consomme 3 fois moins d'énergie que l'usage de la 4G. Donc ça, c'est quand même aussi un levier important pour la raison pour laquelle nos abonnés nous rejoignent. Et on ne parle même pas de la 5G. Et on ne parle pas de la 5G. Pour être tout à fait honnête, la 5G, en termes d'efficacité énergétique pure, est meilleure que la 4G. Mais la problématique que l'on soulève autour de la 5G, c'est le phénomène qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que plus de vitesse égale un usage délirant qui se rapproche encore plus de l'illimité, puisque quand tout va plus vite, on est amené à créer des outils et des applicatifs qui consomment beaucoup plus de bande passante. Donc
tous les rapports qui ont étudié la question montrent que malgré la meilleure efficacité énergétique purement technique de la 5G, nos comportements d'êtres humains et d'usagers créent un effet rebond qui va multiplier par un facteur 3 au moins la consommation énergétique. Et vous avez un deuxième forfait dont on n'a pas parlé. Le forfait transition qui lui propose d'avoir 20 gigas de données mobiles pour l'ensemble de ses usages mensuels. Et celui-là, il est intéressant parce qu'on l'a positionné au-dessus de la moyenne nationale. Aujourd'hui, un Français moyen consomme autour de 15 gigas de données mobiles. Donc, par mois. Hein. Par mois. Donc le forfait de transition, il est aussi là pour nous donner des références, des points de repère. C'est un des rôles aussi de Télécope. Hein. Parce qu'on n'a plus de repères aujourd'hui. Le marché ne donne pas de repères. Pourquoi? Quand on voit aujourd'hui des offres à 100 gigas, à 150 gigas, voire plus, en fait, c'est l'équivalent de dire que le numérique est illimité. On le prend parce qu'on sait qu'on n'atteindra jamais la limite. C'est l'équivalent du buffet à volonté. Et vous, or, on sait le gâchis que ça produit. Votre combat, il est contre l'illimité, justement. Alors, pour revenir à plus de sobriété. Revenir à la sobriété, ça veut dire se baser sur nos besoins réels. Sur la normale, en fait. Notre combat, c'est de permettre à tout à chacun de prendre le temps de se poser la question, quels sont mes besoins réels? Et parce que c'est aussi un facteur à la fois de maîtrise de son impact écologique, mais aussi de bien-être. C'est un sujet aujourd'hui de bien-être aussi, le temps d'écran. Quand vous regardez la moyenne de consommation des abonnés Télécope, ils dépassent les 10 gigas? Ils dépassent les 20 gigas? La moyenne, elle est où? Alors, chez nos abonnés sur le forfait sobriété, nos abonnés ils vont consommer 1, 2, 3 gigas. On est vraiment sur... Alors qu'ils ont un forfait pour 10? Non, ils ont un forfait où ils vont payer en fonction de la consommation réelle. Donc ces personnes-là, ils vont finalement payer une facture qui est autour de 12 à 14 euros à la fin du mois, pour un usage de quelques gigas. Ça suffit amplement pour des personnes qui utilisent leur GPS, qui utilisent WhatsApp ou d'autres systèmes ou Signal pour communiquer avec leurs proches et qui consultent Internet régulièrement, leurs mails, etc. On est sur un usage qu'on peut qualifier de universel. Et puis, le forfait transition, lui, il se rapproche plus de la moyenne nationale qui va comprendre aussi des usages un peu plus intensifs en mobilité. J'ai besoin de regarder des vidéos pour apprendre des choses sur YouTube, comment fabriquer, comment réparer mon téléphone, comment réparer ma plomberie chez moi. Évidemment, ça, c'est quelque chose, c'est la vidéo qui va utiliser une grande partie de la bande passante liée à nos usages numériques. Et celle-là, elle est utile à la société également. Donc ça, c'est une question aussi qui est importante, c'est de se dire, c'est pour ça que je parle de besoin, c'est assez personnel. C'est-à-dire que quelqu'un qui va utiliser le numérique comme un levier de la transition écologique et sociale, ça va être positif. Il va y avoir un effet de contribution à l'économie circulaire, de contribution à créer un monde plus résilient. Et dans ce cas-là, le numérique a toute son utilité. Alors, on a compris votre modèle économique et votre engagement, bien sûr. Quel est le niveau de votre chiffre d'affaires, si ce n'est pas secret? Et est-ce que vous êtes rentable après 4 ans d'activité et avec 8500 abonnés? Alors, aujourd'hui, dans ce dernier exercice, on a quasiment doublé la taille de Télécope, puisqu'en 2023, on a à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec nos 8500 abonnés. On n'a pas encore atteint le point d'équilibre de notre structure. On le situe autour de 10 à 11 000 abonnés. C'est un palier qu'on espère atteindre grâce notamment à l'accompagnement dont on a bénéficié avec l'accélérateur ESS. Ça se fait essentiellement aujourd'hui avec une maîtrise de nos charges, très bonne maîtrise de nos charges, puisqu'on est une petite équipe. Aujourd'hui, Télécope, c'est 10 salariés, mais sans réduire la qualité de l'accompagnement qu'on propose à nos abonnés.
Ça, c'est non négociable, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, à partir de là, on est un outil au service d'une communauté d'abonnés, et cette communauté, lorsqu'elle dépassera les 10-11 000 abonnés, aura atteint son point d'équilibre. C'est là où on en est aujourd'hui. Alors, vous avez cité l'accélérateur ESS de HEC Paris et de la région Île-de-France. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté pendant ces 2 années d'accompagnement ? Comme je l'expliquais, quand une structure change d'échelle à ce point, c'est-à-dire double la taille de son chiffre d'affaires, il y a des éléments de tension qui apparaissent dans la structure. On a des choix structurants à faire, en termes de pilotage également. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes outils de pilotage quand on est une structure avec 5 salariés qui vient de se créer, qui est plutôt dans sa phase d'amorçage, que lorsqu'on arrive aujourd'hui, je pense, là où on est Télécope, c'est-à-dire qu'on a une structuration de l'équipe beaucoup plus stabilisée, un chiffre d'affaires qui nécessite d'avoir des outils de pilotage plus fins pour comprendre ce qui se passe dans la dynamique des différents services de l'entreprise. Et les différents accompagnements dont on a bénéficié nous ont permis de prendre du recul, de voir cette transformation d'un œil neuf, d'un œil extérieur, et de nous indiquer vers où travailler pour nous permettre de ne pas perdre de vue nos objectifs moyen et long terme. C'est assez important parce que quand on est au quotidien dans la gestion d'une entreprise qui a ce type de croissance, ça va vite, tout va très vite. Et le regard d'un mentor ou d'un accompagnant sur ces sujets-là, c'est de nous permettre de prendre un temps de pause, un temps d'arrêt, et de réaliser aussi que la structure n'est plus la même que celle qu'elle était il y a 1 an ou il y a 2 ans. Alors vous l'avez bien exprimé, il ne faut pas oublier ces objectifs déterminants, objectifs commerciaux, objectifs business, objectifs sociétaux aussi, parce que dans un accélérateur ESS d'économie sociale et solidaire, évidemment, on recherche un certain impact sociétal. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs d'impact sociétal à atteindre ? C'est au cœur de notre projet, donc oui, j'en parlais tout à l'heure, mais le bien-être des salariés, c'est un premier objectif qui est très important. On veut créer un opérateur télécom très différent des autres sur l'aspect du bien-être des salariés. On sait que c'est un secteur où les salariés ne sont pas bien. Donc c'est un critère qu'on suit à travers notamment le fait que nos salariés deviennent sociétaires de la coopérative. On est une coopérative d'intérêt collectif, donc elles sont partie prenante du projet au même titre que nos abonnés. Je n'ai pas dit grand-chose tout à l'heure, mais la société coopérative d'intérêt collectif, on va réunir des catégories différentes de parties prenantes, ce qui crée l'intérêt collectif, dont les salariés, dont les abonnés, dont les partenaires et fournisseurs, et des membres de la société civile, des citoyens qui souhaitent s'engager dans le projet de sobriété numérique de Télécope, mais même sans être clients. Ce regroupement de personnes, qu'on appelle du coup les sociétaires, sont impliqués d'une façon complètement différente dans le projet que celle qu'on pourrait imaginer si on est, entre guillemets, simplement salarié ou simplement client d'un service. Et ça crée un commun, ça nous rassemble autour d'objectifs de transformation de la société qui dépassent largement les intérêts individuels. C'est ça la beauté aussi du projet de Télécope, je pense, et qu'il ne faut pas perdre de vue. Et du coup, parmi les grands objectifs qu'on s'est fixés, il y a celui de mettre plus de transparence dans un secteur qui n'est pas très transparent. En remettant de la transparence sur la décomposition des coûts, sur l'impact écologique, sur ce qui compte vraiment, si on compte l'impact énergétique, l'impact carbone, donc je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'allongement de la durée de vie du téléphone, c'est éviter les effets rebonds liés au développement des nouvelles technologies. Cette transparence-là, en tant qu'acteur économique, elle est quand même assez rare. Et c'est notre modèle de coopérative d'intérêt collectif qui nous permet d'avoir cette relation-là, à la fois vis-à-vis de l'ensemble de nos parties prenantes, mais aussi vis-à-vis de la société. Alors cet engagement-là,
en termes de gouvernance interne, en termes de transition écologique, est-ce qu'il impacte votre rentabilité, vous, opérateur télécom, en concurrence directe avec les plus gros acteurs du secteur? Alors oui, notre rentabilité est impactée de façon positive, puisque nous portons un projet qui propose une vision positive de la société, de la façon dont on se réapproprie nos usages numériques. Nos meilleurs défenseurs du projet sont nos sociétaires, nos abonnés. Donc finalement, l'effet que ça produit, c'est un effet de bouche à oreille, c'est un effet de boule de neige, exactement, qui permet en fait à Télécope de ne pas avoir à mobiliser les moyens financiers colossaux que mobilisent les autres opérateurs télécoms dans des campagnes, j'ai envie de dire, de greenwashing en plus, mais qui leur coûtent également des millions d'euros. Donc, ok, Télécope est tout petit, ok, on a besoin aussi de faire connaître Télécope et de notoriété pour réussir à réaliser notre mission, puisque notre mission, c'est aussi de transformer la société. Mais notre modèle, en lui-même, porte une dynamique qui nous permet de bénéficier de cet engagement citoyen qui eux-mêmes se sentent responsables de faire connaître le projet Télécope. Donc il y a une forme de fierté collective dans notre capacité à créer un numérique sobre, résilient, transparent et qui ne nous aliène pas dans de la surconsommation et des addictions aux écrans. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner, Pierre Pacaud, à d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes qui voudraient aligner, comme vous essayez de le faire, leurs valeurs personnelles et leur engagement professionnel, qui voudraient eux aussi peut-être se lancer dans l'économie sociale et solidaire? Prenez le temps de consulter, de parler du projet. N'ayez pas peur vraiment d'aller vers l'autre. C'est un conseil qui est essentiel, de construire ensemble. Je pense que les entreprises du futur, les entreprises du 21e siècle, ce sont des entreprises qui n'ont pas peur de changer les règles du jeu en termes de coopération, plutôt que de la compétition. On rentre dans une nouvelle ère pour les entreprises, à mon sens. C'est une ère post-capitaliste. C'est une ère où la croissance infinie n'est plus possible. En tant qu'entrepreneur, on ne peut pas proposer un projet de société ou projet de produit ou de service qui est hors sol vis-à-vis des limites des ressources de notre planète. Et pour pouvoir réaliser un projet d'entreprise dans ce contexte-là, il faut penser économie circulaire, il faut penser coopération plus que compétition, à mon sens, et il faut aussi penser local, bien-être, co-construction. Donc voilà, pour moi, il ne faut pas avoir peur de remettre en question les modèles existants, y compris le modèle de l'ultralibéralisme et de l'ultracapitalisme qui, pour moi, ne sera pas en mesure de répondre aux besoins futurs de notre société. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Pacaud, pour ces paroles engagées et longue vie à Télécope. Merci, Frédéric. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, on se retrouve très vite pour une autre vidéo, un autre portrait engagé dans cette série de vidéos que nous réalisons pour l'accélérateur ESS de HEC Paris et de la région Île-de-France.